Je m'appelle Jean-Claude Mensch, je suis maire de la commune d'Ungersheim depuis 1989, ce qui fait 33 ans, le sixième mandat. Et puis, donc, ma carrière professionnelle, c'est 35 ans de mine, fond de la mine. Donc, à 17 ans, j'étais au fond de la mine en tant que technicien, électricien. Puis ensuite, bon, j'ai gravi les échelons pour terminer jusqu'à la fin, les 15 dernières années de ma carrière en tant que délégué mineur. Donc, c'est la personne qui s'occupe de la sécurité et de l'hygiène au fond de la mine, qui dépend directement de la DRIR, donc c'est-à-dire de l'État, du préfet, et qui est payé par l'État. Voilà, donc c'était un petit inspecteur du travail, un fait relativement unique dans le Code du travail et qui permettait d'agir en toute indépendance sur le lieu de travail et puis d'assurer une certaine sécurité, voilà, toute relative, hein, puisque la mine, c'est un milieu hostile. Disons, toujours militant dans ma vie. Je suis militant syndicaliste dans la CGT, militant associatif, et puis donc engagé aussi politiquement, plus ou moins, donc tout de suite dans les années 90 chez les Verts, encore à l'époque, et ensuite un court passage dans ELV. Voilà, donc je me suis présenté, j'ai 76 ans. Bien sûr, étant donné ces nombreuses années de fonction, ça suppose aussi qu'il y a derrière un certain âge, un peu de bouteille, quoi, la matière, tout en sachant que l'expérience, selon un adage chinois, est une lanterne qui éclaire le dos ou le chemin parcouru. Donc, la résilience, pour moi, évoque nos capacités d'adaptation à des phénomènes interne, même à une capacité interne à s'adapter et puis à réagir à des crises psychologiques par rapport à des situations externes et donc aussi nos capacités collectivement. Donc c'est là, il y a un lien étroit entre la résilience et l'intelligence collective, c'est-à-dire tout simplement le plaisir d'organiser ensemble de l'événementiel, de se rencontrer pour organiser ensemble une manifestation à l'encontre d'un large public, manifestation culturelle ou même sportive ou festive. Donc, ça crée du plaisir, ça crée des parcelles de bonheur et c'est donc une forme de résilience qui transparaît, qui se concrétise à travers cette intelligence collective qu'on met en œuvre. Et derrière, il y a cette question du, je dirais pas le bonheur parce que bon, c'est plutôt transcendantal, mais c'est une question de, voilà, c'est du plaisir d'être ensemble et d'organiser, de partager, de mutualiser nos savoirs, nos regards, notre personnalité, notre entité intrinsèque dans la concrétisation d'un concept collectif. Plus généralement, aujourd'hui, le terme résilience il est employé par rapport au dérèglement climatique. Hein. Moi, je ne parle même plus de réchauffement climatique parce que c'est ce réchauffement qui génère toute une série de dérèglements. Hein. Ça peut être, quand on parle réchauffement, vient à l'esprit tout de suite la question des canicules, de la sécheresse. Et par contre, ça génère également des événements, comment je veux dire, des événements naturels, des inondations, des tempêtes, etc. Quoi. Donc,
c'est un ensemble ou alors des périodes longues sans pluie ou des périodes longues avec pluie qui sont très destructrices de l'agriculture et donc de la nourriture. Voilà, donc plus généralement, ce sont nos capacités à répondre à ces crises et je dirais même mieux, à les anticiper. Donc, de ce point de vue, le terme est venu très à la mode, mais comme la transition d'ailleurs. Mais donc, à l'origine, moi qui suis un ancien mineur, enfin, travaillé à la mine, quoi, nous avons anticipé 20 ans avant la fin du gisement connu, hein, dûment connu, enfin, la fin du gisement, 20 ans avant la fin du gisement, toutes les forces vives de ce bassin potassique, c'est-à-dire tous ceux qui étaient en capacité de, comment je veux dire, d'avoir l'ingénierie nécessaire, quoi. Donc, les ingénieurs, la direction, les directions de l'entreprise, les élus, le monde syndical, même le monde clérical s'y est mis à un moment donné, tout le monde associatif et politique s'y est mis pour créer des réponses à la fin de ce gisement et des réponses pour résorber un éventuel chômage, une éventuelle richesse, un changement d'économie, etc. Et donc, c'est cette anticipation, nous avons un exemple, cette anticipation qui a permis d'aborder et de réaliser, de donner une réponse correcte à cette fin d'une exploitation minière, de l'industrie extractive, pour la transformer vers d'autres formes au pluriel d'économie. Et donc, il en a résulté une reconversion. Voilà, on appelait ça une reconversion à l'époque. Aujourd'hui, on dirait transition vers une autre économie dans un modèle heureux, quoi, dans un modèle sans heurts, qui c'est une reconversion heureuse, voilà, qui s'est bien passée. Il n'y a pas eu de zone sinistrée chez nous, contrairement à d'autres bassins de l'industrie extractive, presque tous. Donc, c'est parce qu'on a anticipé les choses 20 ans à l'avance et avec donc avec une forme d'intelligence collective. Voilà, tout le monde s'y est mis. Donc, c'est là aussi une forme de résilience, quoi. Voilà, quand on connaît l'issue on connaît l'issue, la fin, hein, la fin d'un gisement, c'est la fin du pétrole, c'est la raréfaction ou le tarissement des énergies fossiles, et qu'il convient de se transformer suffisamment en amont pour pouvoir répondre correctement aux enjeux. Le parcours de la collectivité peut s'appréhender, à mon sens, de deux manières. C'est-à-dire des moments forts qui ont engendré des tournants dans notre vision peuvent être très bien perçus, enfin sont perçus par nous comme des moments internes, sans avoir, quand on parle de moments forts, de grands moments, voilà, on pense souvent à des choses qui marquent l'ensemble de la collectivité. Or, ça peut très bien être des marqueurs forts dans notre façon de concevoir les choses et qui se répercutent seulement après sur l'ensemble de la population. Donc, un des moments forts pour nous dans notre réflexion et dans notre façon de voir les choses, c'est que, bon, d'abord, au début, c'est l'histoire de la création du désir. D'abord, au début, bien sûr, on ne peut pas créer le désir sur un terrain infertile. Donc, le terrain fertile, c'était un noyau de personnes qui étaient pétries d'un certain nombre de convictions. Ces convictions, c'est le terrain fertile qui ont permis de répondre à des enjeux énergétiques. C'est-à-dire, nous avions hérité d'un groupe scolaire et d'une piscine remarquablement bien conçue
pour pouvoir être chauffé à l'électricité. Donc, l'eau d'une piscine, une piscine normale, couverte, certes, mais voilà, avec je ne sais pas combien de mètres cubes d'eau chauffée à l'électricité. Parce que mon prédécesseur, il pariait sur une énergie nucléaire qui allait produire de l'énergie électrique pas chère. Voilà. Donc, ben, c'est le contraire qui s'est produit. Très tôt, on a été confronté à ça. Et donc, du fait de ce terrain fertile, de nos convictions, nous avons choisi l'énergie solaire pour répondre dans un premier temps et dans un deuxième temps la biomasse. Voilà. Pour nous, c'est un tournant. C'est un tournant par rapport à la transition, on n'appelait pas encore comme ça à l'époque, par rapport à une forme de reconversion, change de mode d'énergie. Voilà, l'énergie solaire thermique pour chauffer, intéressant, mais pas suffisant. Aller vers la biomasse avec un réseau de chaleur, on est là dans les années entre 2000 et 2006. Voilà, c'est là que s'opère une autre vision. Mais encore une fois, c'est parce que nous étions convaincus du bien fondé de cette action. Convaincus du bien fondé de cette action, malgré un certain nombre d'obstacles qui ont surgi dans ce parcours-là. Par exemple, 120 mètres carrés de panneaux solaires thermiques à 45 degrés sur le toit d'une piscine pour chauffer l'eau, on a mis 2 ans à le faire, à optimiser son fonctionnement. Donc, voilà, et puis, entre-temps, c'est aussi une politique du petit pas. Alors qu'on sait pertinemment qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Voilà. Donc, d'où le film, qu'est-ce qu'on attend, quoi, aussi. Hein. Donc, sachant qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. À l'époque, on pouvait, malgré le sommet de la Terre de 1992, où 150 scientifiques ont déjà alerté l'humanité de l'urgence d'intervenir sur les zones mortes dans les océans. Voilà, on parlait déjà de ça, sur la démographie galopante. Je ne sais pas combien on était en 1992, mais sans doute 2 milliards en moins. Je pense qu'on a pris 2 milliards en 30 ans. Donc, c'est énorme, quoi. Mais cette inertie incroyable de l'humanité par rapport à ces sonnettes d'alarme qui ont été pensées, réfléchies, et par rapport à une culture, des habitudes qui sont tenaces et qui sont vraiment difficiles à vaincre, quoi. On regarde là, bon, peut-être on peut dire 30 ans, c'est rien, mais devant l'urgence, c'est énorme. Donc, c'est seulement dans les années 2000 que nous, on peut, à travers nos convictions, mettre en œuvre nos convictions. Voilà, les mettre en œuvre avec beaucoup de difficultés techniques et culturelles et citoyennes. Donc, c'est pour ça la politique du petit pas permet de ne pas heurter la population dans sa façon de faire. Bon, à l'époque encore, voilà, c'est bien, du solaire, c'est innovant, mais ça n'impacte pas notre comportement, notre mode de vie, ça n'impacte pas notre fiscalité, nos impôts, etc. Donc, c'est ainsi qu'on progresse. Et puis aussi, en étant tout le temps à la chasse aux subventions, parce qu'il ne faut pas que l'investissement impacte justement notre budget communal. Donc, une chaufferie bois avec un réseau de chaleur, c'était quand même 750 000 € hors taxe, quoi. On a réussi à faire financer ça de façon optimale, quoi. Un demi-mégawatt de puissance, un peu plus. Donc, et puis ensuite, la démocratie participative, 2009, vous voyez, ça commence à 2009 également, la restauration bio pour les enfants, question de la santé. Hein, vous parliez de la santé comme étant un élément important. Donc, pour nous, on a abordé cette question de la santé à travers l'alimentation au départ, et il convenait que en 2007 déjà, on convenait que nos enfants mangent bio tous les jours de la semaine. Donc, en 2007, le conseil municipal, à l'unanimité, décide qu'il faut que nos enfants mangent bio. Et là, encore une fois,
on se heurte à la réticence des salariés de la Maison des Jeunes qui étaient chargés de mettre ça en œuvre, des élus de la Maison des Jeunes, d'un certain nombre d'enseignants, des élus qui étaient sceptiques aussi, et des parents d'élèves. Voilà. Donc, on a mis en place une formation pour faire la démonstration du bien fondé. Donc, une formation pour une délégation de toute cette catégorie de personnes pour montrer le bien fondé de cette alimentation pour leurs propres enfants, sans, surtout, important, sans surcoût. Le surcoût était pris en compte par la collectivité ensemble parce qu'il était important que nos enfants mangent bio. C'est des êtres vulnérables en construction et qu'il ne convenait pas qu'ils accumulent déjà, dès leur plus jeune âge, des toxines, des perturbateurs endocriniens, etc., qui vont réagir plus tard, quoi, à l'âge adulte. Donc, là aussi, c'est une marche à suivre du petit pas et ainsi, donc avec la démocratie participative, on commence à attirer des gens pour être l'aiguillon de cette politique, pour donc amener cette intelligence collective dans notre réflexion et pour l'améliorer, la parfaire, la partager. Voilà, donc c'est important puisque là, je pense que c'est Rob Hopkins qui a sorti ça dans son manuel de la transition. Ce sont à chaque fois des petits génies individuels qui, mis ensemble, devient le génie collectif, quoi. Ce n'est pas vrai. Quand l'affaire est bien menée, le courage politique d'un élu, il est toujours sanctionné positivement. Bon, et puis, bon, disons que même si notre courbe de l'électorat, si notre courbe de suffrage a diminué au fil du temps, bon, au début, j'ai été élu à 69 ou 70%, non, à 64%, ensuite c'est descendu à 57%, ensuite c'est descendu à 53, 52 et quelques, vous voyez, donc, et là c'est remonté à 70. Et donc là, je prends souvent l'exemple d'un adage, une citation de Schopenhauer, hein, un philosophe allemand en l'occurrence, qui disait que toutes les vérités doivent franchir trois étapes, ou franchissent trois étapes. Donc la première, c'est que cette vérité, elle est raillée, elle est moquée, voilà, elle est traitée de fantaisiste, d'utopiste de toute façon. La deuxième étape, c'est que cette vérité qui commence à prendre entraîne de plus en plus de résistance, d'opposition plutôt, hein, d'opposition et de plus en plus virulente. Et la troisième étape, quand cette vérité a vraiment fait la démonstration de son bien fondé, voilà, donc à ce moment-là, tous ceux qui se sont moqués de vous, tous ceux qui se sont opposés à vous, vont dire, vous voyez, je vous l'ai toujours dit, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, ils se rallient tous à la fin, ils disent tous, voilà, quand on commence à avoir raison sur nos positions, ils disent tous, voilà ce qu'il fallait faire. C'est le reflet de notre courbe. On commence haut, ensuite on nous regarde faire, et puis ensuite il y a des oppositions qui se créent, très fortes, hein. Et puis ensuite, on remonte la pente et puis bon, on pense qu'on est sur la bonne voie. Mais ceci, c'est aussi dû à des phénomènes extérieurs, quoi. Hein, voilà, donc la prise de conscience, elle n'est pas seulement due au fait de notre travail communal, local, mais aussi au fait de tous les messages qui viennent de l'extérieur. La résistance au changement, vous savez, ça dépend peut-être également des régions et des catégories de personnes. Mais la résistance au changement, globalement, c'est parce que on est dans un mode, je répète, hein, on est dans un mode de fonctionnement, on est dans une société très consumériste
qui ne réfléchit plus qu'à travers le prisme de la consommation, où le bonheur est synonyme, ou alors c'est la consommation qui imprègne la notion de bonheur. Voilà, donc tout passe par le matériel, la consommation. Et donc la question spirituelle, pas au sens de la religion, hein, la question spirituelle, la question émotionnelle, sentimentale, tout ce qui fait le lien entre les humains est réduit à sa portion congrue, hein, voilà, ou alors est quasiment inexistante. Alors, dans ce contexte, alors que la population continue à être assénée du message consumériste, que ce soit dans l'alimentation, dans le vêtement, dans le divertissement, dans les vacances, dans le modèle culturel ou politique, tout va dans le même sens. Donc, être soumis à ça, ça crée une forme de dépendance. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est la meilleure des dictatures que le système a réussi à créer. Hein, ce n'est pas la dictature à la Poutine ou autre, c'est la dictature de notre système consumériste. Quand on devient dépendant de ce système et qu'on le glorifie, qu'on devient asservi de ce système et qu'on pense qu'il est bon pour nous, pour notre famille, notre cellule, notre collectivité. Voilà. Donc, c'est la dictature la plus parfaite. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, être soumis à tout ça, ça crée d'énormes difficultés pour faire adhérer les gens à ce mouvement alternatif qu'on veut promouvoir, où on veut montrer le bien fondé. C'est très difficile de les faire sortir de leur modèle culturel, de leur façon de voir la société. Et donc, pour eux, en étant trop, en étant trop prosélyte, ouais, voilà, en étant trop prosélyte, ça veut se heurter à leur manière de voir les choses, à leur manière de fonctionner, et ça devient très insécure pour eux. Ça crée de l'insécurité. D'ailleurs, le changement en tant que tel, et surtout comme ça crée de l'insécurité. Vous voyez, d'un côté, on se sent bien. D'ailleurs, il y a des collègues, enfin des collègues, lors d'un de mes témoignages, il y a une personne du public qui disait, vous savez, c'était en Alsace, hein, vous savez, aussi longtemps que les Alsaciens ont le cul dans la graisse, ils ne changeront pas. Vous voyez, donc ça vaut pour les Alsaciens, mais ça vaut pour beaucoup de personnes, quoi. Et ça, je parle pour la moyenne de la population. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, qui, qui veulent s'en sortir, qui trouvent des modèles ou alors qui s'engagent eux-mêmes, quoi. Là aussi, je dis, si nous, on veut donner l'exemple en tant qu'élus, il faut qu'on commence par se transformer nous-mêmes si on veut transformer la société et si on veut transformer les autres. Donc, c'est là aussi l'exemple. Hein. Voilà, selon Gandhi, qui disait que l'exemple, ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Il faut dire que nous avons été impactés, comme tout le monde, par la crise sanitaire. Donc, à partir de là, donc à partir de 2020, hein, élection, crise sanitaire, etc., jusqu'à aujourd'hui, le conseil participatif, le conseil, hein, où toutes les commissions participatives se réunissent, il s'est réuni 2 fois. Donc, on a eu très peu d'émulation, de mutualisation, de participation, tout simplement. Et ça, c'est un handicap dans le partage, dans l'intelligence collective. C'est un handicap, mais bon, malgré tout, nous avons
des lignes, des cibles à atteindre, comme l'autonomie énergétique. Et cette autonomie énergétique, nous avons continué à mettre au point un certain nombre d'actions voilà, et qui se sont, il en a résulté des réalisations sur l'autonomie énergétique. Alors, ça veut dire que avec nos actions qui ont été menées et qui arrivent à terme l'année prochaine, peut-être 2024. Donc, c'est demain, quoi. C'est-à-dire que c'est du livrable. Hein. Nous pouvons annoncer aujourd'hui qu'en 2023, 2024, nous aurons atteint l'autonomie énergétique. Alors, l'autonomie énergétique, ça veut dire, il faut bien s'entendre, parce que souvent, on annonce voilà, telle et telle centrale photovoltaïque produit le courant nécessaire à 1000, 2000 habitants ou foyers. Et donc, souvent, on prend un ratio très bas de la consommation par foyer. On prend de l'ordre de 2300 ou voire 3000 kWh par foyer par an, ce qui est nettement insuffisant. Donc, là-dedans, il n'y a déjà pas le chauffage, il n'y a souvent pas l'eau chaude sanitaire. Donc, voilà, nous, notre calcul se fait autrement. On prend la consommation électrique globale sur notre commune, sur le territoire de notre commune. Dire donc par le biais d'un certain nombre de plateformes et puis avec, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, Dialège, il me semble. Donc, on a la consommation globale, voilà, l'ordre de 17 gigawattheures. Mais naturellement, dans ces 17 gigawattheures, il y en a 10 qui proviennent, 10 à 11 qui proviennent de la consommation de l'industrie. Nous avons une petite zone industrielle consommatrice d'électricité. Hein. Et dans cette électricité, naturellement, tout est inclus. Industrie, chauffage, artisans aussi. Il y a des artisans avec des tarifs jaunes, donc, enfin, qui ne s'appellent plus jaunes maintenant, mais bref, je suis resté sur ça. Donc, alors, sur 2020, allez, disons 2024, on est en passe de couvrir cette consommation avec une production d'énergie renouvelable sur le territoire électrique, sur le territoire, sur l'année. Donc, ça correspond, hein, voilà, il faut bien entendre. Parce que souvent, les gens, ils pensent, oui, on produit, mais quand je branche ma prise, c'est du courant qui vient de là. Non, ça dépend. On injecte dans le réseau, quoi. Toujours. Donc, on raisonne en matière de production annuelle qui correspond à la consommation annuelle pour l'ensemble du territoire, chauffage, artisanat, industrie incluse. Tout compris. Donc voilà, j'ai oublié, avec une partie de sobriété, hein, sinon on n'est pas bon. Hein. Donc voilà, pour mémoire, l'industrie a déjà fait un gros progrès, puisqu'ils ont diminué en 5 ans de l'ordre de 10% de consommation, ce qui est énorme. Mais bon, ça se traduit sur leur chiffre d'affaires. Et maintenant, encore plus, quoi, avec l'augmentation du coût. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, tout ce qu'on a investi dans notre programme de développement des énergies renouvelables, aujourd'hui, là où nous sommes en autoconsommation, on gagne beaucoup plus. C'est-à-dire aujourd'hui, en autoconsommation, nous avions calculé la rentabilisation sur un montant de 20 centimes le kilowattheure, alors que maintenant, bientôt, on va être à 30 centimes le kilowattheure. Donc, ça se rentabilise très vite en autoconsommation. Voilà, donc, voilà, ça c'est pour l'électricité. Donc, moyennant, sur ces 2 dernières années, un certain nombre d'engagements, de prise de décision partagées. Elles sont partagées, mais bon, elles n'ont pas été vraiment débattues de façon plus approfondie, ce que j'aurais aimé souhaiter, ce que j'aurais souhaité. Et puis ensuite, là, nous sommes en train de monter, enfin, pas nous, nous avons créé les conditions pour une unité de méthanisation. Nous sommes à l'origine d'une étude de faisabilité, de la mise en... Enfin, voilà, souvent, nous sommes des initiateurs, des facilitateurs et des accompagnateurs.
Donc, cette unité de méthanisation filière sèche, donc sans lisier de porc, sans lisier du tout, filière sèche, donc canne de maïs, paille de céréales, culture intermédiaire, un peu de fumier aussi, mais bon, pas trop parce que c'est une filière sèche. Et donc, on sort un digestat solide, donc normé sous forme compost, selon un compost normé. Voilà. Donc, il n'y a pas l'inconvénient du digestat, il n'y a pas l'inconvénient des odeurs, des intrants, puisqu'il n'y a pas de… Voilà. Bon, naturellement, il faut quand même de l'eau, quoi. Il faut quand même de l'eau. Et donc, il y a une petite partie liquide. Donc, cette production filière sèche, nous l'avons choisie parce que le digestat, il peut être utilisé sur les cultures biologiques. Ah, donc, important pour nous. Dans le cadre d'un programme de développement, ça c'est aussi parmi les derniers livrables, un programme de développement de l'agriculture biologique à travers un projet qui s'appelle TERRE, T-E-R-E, donc terre résiliente pour le coup. Et voilà, qui consiste à créer des filières entières sur le territoire de la commune, des nouvelles filières agroalimentaires qui seraient susceptibles d'intéresser les agriculteurs pour se reconvertir au bio. Voilà, donc c'est ça le programme. Un vaste programme, très difficile aussi, mais bon, on y est rentré. Et donc, il est important de pouvoir disposer d'un digestat solide, en l'occurrence, compatible avec les cultures bio. Voilà, donc, et cette production de biogaz va être à la même hauteur que la consommation globale de la commune, industrie incluse. Naturellement, chauffage aussi, puisque là, on est essentiellement sur le chauffage. Mais dans l'industrie, il y a des process à travers le gaz, quoi. Voilà, donc ça permet. Donc, on couvre avec quelques rares chaufferies fuel encore, qui sont aussi en train de se transformer, et le bois, donc local, hein, de nos forêts. Donc, on arrive à l'autonomie énergétique complète 2023-2024. Voilà, ça c'est le livrable à travers différentes actions, quoi. Il est transposable d'abord dans toutes les communes de notre démographie, pour peu qu'elles aient encore des moyens. Bon, déjà, par rapport à la transition, globalement, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté politique. On peut faire de la transition avec peu ou très peu de moyens, avec des petites actions. Voilà, si on appréhende la question sous le mode financier, hein, sur la question financière. Voilà. Mais après, ça peut être de très grandes actions, par exemple dans le cadre de la citoyenneté, de la démocratie participative, ou comme en permanente construction, quoi, ou en permanente évolution. On peut faire des choses grandioses, quoi, dans une petite commune, et qui ensuite conduisent à des actions individuelles qui transforment complètement le paysage humain et l'autre paysage. Donc, voilà, ça c'est sur le principe de la transition. Ensuite, les communes de notre importance avec une petite zone d'activité. Nous, pour le coup, on a une zone industrielle, on a des moyens financiers qui le permettent. Encore faut-il, vous voyez, ça c'est l'autre question, si des communes ont les moyens financiers, souvent, ils ne les consacrent pas à la transition écologique. Ça va autre part, quoi. Ça va, souvent, c'est très dispendieux et il n'y a pas derrière une plus-value sociale ou une plus-value environnementale. Ce sont des éléments qu'on oublie. On va surtout vers la plus-value électoraliste, clientéliste. Voilà, ça va plutôt dans ce sens-là. Après, si l'aménagement d'un espace vert, voilà, selon des méthodes plus ou moins partagées ou acceptées, c'est une plus-value sociale aussi, quoi, un espace vert. Nous, on a plutôt opté pour l'acquisition de chevaux. Voilà, on pense que le cheval, c'est pas un retour en arrière. Au contraire, quoi, c'est un autre rapport au temps, c'est le rapport à la nature et c'est également
un animal qui apporte de l'humanité dans les relations. Bon, voilà, donc c'est absolument transposable déjà sur le principe. Pour les grandes villes, c'est une autre paire de manches, hein, parce que les grandes villes, les métropoles, elles concentrent tout, toute la problématique écologique. Hein, tout est concentré dans les villes, quoi. C'est là qu'il y a le problème essentiel, quoi. Donc, voilà, c'est difficile, mais on peut agir par quartier. Moi, j'ai c'était la ville de Luxembourg, hein, la ville de Luxembourg, dans le Luxembourg. Donc, où ils ont les moyens, certes, mais les élus, les techniciens ont pondu l'aménagement d'un parc, d'une zone verte en un parc qui a complètement déplu aux riverains. Et les riverains se sont constitués en regroupement, en association. Et puis, donc, les élus ont bien voulu leur transférer cette compétence d'aménageur de ce parc. Et donc, ils ont eux-mêmes aménagé ce parc et c'est devenu un projet de la transition. Hein. Voilà, donc c'est à cette échelle-là qu'il y a une réalisation qui a été faite et ensuite, il suffit de communiquer, quoi, de communiquer à d'autres quartiers de la ville où il y a un autre atout, d'autres atouts, une autre sociologie, où d'autres actions peuvent être menées. Donc, pareil pour les collectivités. Ça dépend des atouts du territoire. C'est un vaste débat, hein, un monde porteur d'avenir. Mais écoutez, c'est l'image l'image idéale qu'on se fait, qui est issue. Bon, moi, je suis de cette génération-là. Notre culture, la petite maison dans la prairie, quoi. Chacun a son pavillon et puis tout ça, quoi. Donc, la, la cellule américaine, la famille heureuse avec beaucoup d'enfants, des choses comme ça, quoi. Bon, c'est pas ma vision d'avenir, c'est pas la mienne, quoi. Mais bon, je suis quand même issu de cette génération-là. Voilà, mais c'est la génération, encore une fois, de la consommation du toujours plus. Hein. François de Closet, il a sorti un bouquin là-dessus. Bon, et puis le toujours plus, ben, il n'est pas, c'est pas vivable, quoi. C'est pas. Alors, la vision d'avenir, c'est quoi? La vision d'avenir, c'est une vision humaine. C'est comment je vois les choses, c'est que les humains se rencontrent. Hein, c'est l'image de la ronde où chacun se tient la main autour de la planète, quoi. C'est déjà ça, c'est l'humanité apaisée, conciliante, conviviale. Voilà. Donc, ce sont ces valeurs-là qui sont essentielles. Les valeurs de partage, voilà, les valeurs aussi de spiritualité dans le sens de la reconnexion avec la nature. Pour moi, c'est de la spiritualité. Donc, la reconnexion avec la nature qui nous apprend tout. Et aussi réapprendre les cultures des peuples, entre guillemets, primitifs, quoi, mais peut-être pas si primitifs que ça. Donc, justement, il y a cette relation avec la nature. Il n'y a pas une relation, c'est une vie en symbiose avec la nature. Ah, donc, nous, on fait partie intrinsèquement de la nature, quoi. Et quand on coupe un arbre, à chaque fois, il y a une plaie béante dans la nature, quoi. Ce sont des êtres vivants et on a besoin de cet écosystème pour vivre. Donc, prendre conscience de tout ça, c'est ça pour moi l'avenir. Donc, des hommes et des femmes qui partagent ce qu'il y a d'essentiel, c'est la nature dans leur préservation et dans leur symbiose avec la nature.